Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata bamama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, fidèles d'Info 243. Vous nous suivez à travers le monde. Nous allons revenir sur une question d'actualité, une question ayant trait au système éducatif en République démocratique du Congo avec un spécialiste. Donc, c'est un professeur des universités, Monsieur Augustin Chidibi Batubengue. Professeur des universités, vous êtes chercheur, vous aviez contribué à la création ou l'ouverture du département de Math-Info, mathématiques et informatique à l'université de Kinshasa. Vous avez également beaucoup fait dans le système éducatif en République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Raphaël Walukonka. Vous êtes professeur des universités, docteur philosophe en mathématiques. Vous avez enseigné à l'université de Cape Town, l'université de South Africa, Pretoria, université of Mozambique, université de Montréal, université de Kinshasa, université pédagogique de Kananga. Bon, alors, vous avez également fait, vous avez parcouru le monde, hein? Donc, qu'est-ce qu'on doit réformer dans le système éducatif en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'avoir donné cette occasion d'intervenir dans votre émission et sur une question, en fait, qui fait la fierté d'un bon citoyen que je suis, bon citoyen congolais, parce que je dois parler de l'éducation, du système éducatif. Et ça, c'est le domaine dans lequel j'ai évolué pendant 36 ans. J'ai commencé ma carrière en 1984, justement en janvier. Donc, je suis heureux, je suis flatté que nous puissions aborder un sujet dans ce domaine parce que c'est mon vécu quotidien. Vous parlez du système éducatif en République démocratique du Congo. Laissez-moi d'abord vous dire qu'en général, le système éducatif est constitué des composantes d'une part et des acteurs de l'autre part. Les composantes sont comme les universités, les instituts, les centres de recherche, les laboratoires et tout ce qui abrite, tout ce qui favorise l'organisation de l'éducation. Et les acteurs de l'autre part sont ceux qui interagissent pour que l'éducation puisse avoir lieu. Et vous pouvez voir dans ce camp des étudiants, vous avez les professeurs, vous avez les autorités académiques, vous avez aussi les parents, vous avez toute l'autorité de l'État qui est représentée et qui favorise cette interaction entre les étudiants et les professeurs pour que l'action éducative puisse avoir lieu. Et c'est de ça qu'on va parler. Et venant à votre question sur la réforme, effectivement, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'il faut une réforme en République démocratique du Congo dans le système éducatif? Eh bien oui, il faut une réforme, je voulais dire, parce que le système éducatif, ce n'est pas qu'on va le créer aujourd'hui. Il y a un système éducatif qui existe, qui fonctionne, mais je considère que le système éducatif est un projet et que la réforme, c'est aussi un projet. Et à ce niveau, le système éducatif qui a fonctionné jusque-là a pu quand même être réformé à plusieurs reprises
Ce n'est pas la première fois qu'on va parler de la réforme, mais chaque fois qu'on en parle, je suis sûr, comme j'en parle aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un apport qui s'amène et un ingrédient qui peut amener le changement dans notre système éducatif. Et j'y apporte ici mon expérience locale parce que j'ai enseigné pendant 16 ans en République démocratique du Congo et je viens de passer mes 17 dernières années, je peux dire les 20 dernières années en dehors du pays. J'ai des comparaisons à faire et qui peuvent nous amener à parler d'une réforme de notre système éducatif dans le sens d'y apporter un changement positif. Alors, puisque oui. Allez-y. Puisque je disais que c'est un projet, et comme tout projet, là nous entrons dans le domaine de la gestion des projets, tout projet a une mission au départ, une mission bien déterminée, bien cernée, et quand la mission est connue, généralement la mission est gouvernementale à notre niveau, on voit le temps que ça peut prendre, on évalue le temps, c'est ça le planning, et on voit le budget que ça coûte, et tout ça, c'est pour produire la qualité des produits finis qui en sortent. Et dans ce cas ici, je considère que la réforme, c'est un projet et que si on parle de réforme, il faut revoir la mission. Et dès qu'on a revu la mission, ça touche au planning et ça touche au budget. Parce que faire la réforme, c'est toucher au contrôle de la qualité de ce qui existe jusque-là. Donc, à ce niveau, je peux vous dire, Monsieur Raphaël Walukonka, que la réforme de notre système éducatif est opportune pour le moment. Alors, vous avez certainement présenté en fait la situation de notre pays et également revenu. Vous avez fait un comeback, hein, retour en arrière pour montrer qu'à un moment donné, on a déjà révisité ou soit revu en fait le système éducatif en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quels sont le couac, quels sont les soucis dans le système éducatif en République démocratique du Congo qu'il faudra certainement retoucher ou soit révisiter? Merci pour la question. Le système lui-même, c'est un gros projet. Et quand on aborde un projet, on le dissèque en morceaux, en plusieurs composantes. Et pour notre système, je peux le disséquer en 3 composantes. L'enseignement fondamental qui comprend l'enseignement maternel et primaire, l'enseignement secondaire général et professionnel dans une composante et l'enseignement supérieur. Généralement, quand on a plusieurs composantes qui constituent un projet, on les évalue et on en définit les objectifs, la mission par composante pour arriver à quelque chose de global. Et puisqu'on ne peut pas tout présenter en une seule émission, nous sommes habitués à la gestion des temps. C'est une déformation professionnelle de la carrière. Je vais commencer par le sommet. Je vais commencer par la tête. Comme la sagesse populaire chez nous dit, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est à la tête que nous avons le cerveau qui conçoit et qui peut diriger ce qui se passe en bas avec beaucoup de précision, beaucoup de techniques apprises au sommet. Donc, je vais beaucoup plus axer mon intervention sur l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Et à l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, nous avons, parmi les composantes, nous avons les universités de l'État, nous avons les universités privées qui sont contrôlées par l'État et nous avons des instituts
supérieurs de l'État et ceux qui sont aussi contrôlés par l'État. Et nous avons des centres de recherche. C'est à ce niveau que nous allons voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous pouvons retoucher et pour amener une amélioration à notre système pour le moment de l'enseignement supérieur et universitaire. Et les autres pourront venir dans les interventions prochaines. Alors, à l'enseignement supérieur, comme je le disais, nous avons les composantes et nous avons les acteurs. Et il faut parler des choses dans ces deux camps. Pour les composantes, nous avons des universités. Voyons voir ce qu'il y a eu comme histoire de l'université dans notre pays. L'université a existé bien avant l'indépendance. Moi, je suis né avant l'indépendance. J'étais très jeune à l'indépendance, bien sûr, mais j'ai une idée assez vague de ce qui s'est passé, des membres de famille qui habitaient chez nous et qui se rendaient à l'université. Vous savez qu'il y avait l'université Lovanium, c'est-à-dire une autre université de Louvain, mais qui était en République démocratique du Congo. Et pour le colonisateur belge, c'était un copier-coller de l'université de Louvain qu'ils ont amené dans la République démocratique du Congo. Donc, vous aviez l'université Lovanium qui était considérée comme une université catholique. Nous avions l'université officielle du Congo, qu'on appelle aujourd'hui l'université de Lubumbashi, et nous avions l'université protestante du Congo, que vous appelez aujourd'hui l'université de Kisangani. C'était les trois grandes universités qui ont existé et qui donnaient l'éducation copiée calquée sur le modèle belge. Nous allons revenir à cela, pourquoi c'était calqué sur le modèle belge et qu'est-ce que nous devons faire en passant par ce qui s'est passé dans l'évolution des réformes. Et il y avait des instituts supérieurs pédagogiques. Vous avez l'UPEN, par exemple. C'était l'Institut pédagogique national. Et il y avait des instituts supérieurs pédagogiques comme l'ISP Kananga, l'ISP de Mbandaka, l'ISP de Bukavu, l'ISP de Mbujima. Il y avait des ISP un peu partout, Lubumbashi et Kisangani. Et il y avait des instituts supérieurs techniques. Il n'y en avait pas beaucoup et qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui, comme l'ISTA, comme l'IEC, comme les instituts supérieurs techniques à Lubumbashi et dans d'autres provinces. Alors, il y a eu plusieurs réformes qui se sont opérées dans le pays. Je ne vais pas faire l'histoire de toutes les réformes ici, les écrits existent. J'ai pu parcourir ces écrits, mais je vais vous dire que la plus grande réforme qui a fait le coup à notre système éducatif de l'enseignement supérieur au Congo et universitaire, c'est la réforme de 1971. Vous pouvez vous imaginer, j'étais en première CO, j'ai commencé l'école secondaire. Il y a eu une grande réforme qui était opérée par le président Mobutu et où les trois universités catholiques, officielles et protestantes, ainsi que tous les instituts supérieurs, ont été fusionnés et ont formé une seule université qu'on a appelée l'Université nationale du Zaïre, l'UNAZA, avec un seul recteur, le recteur magnifique, Monseigneur Chibango. On avait l'UNAZA maintenant, une seule université dans le pays, et à Kinshasa, Lubumbashi, à Kisangani, c'était des campus, et ceux qui dirigeaient des campus étaient appelés des vice-recteurs des campus. C'était ça la grande réforme. Qu'est-ce que l'État a gagné là-dedans? Ce que l'État a gagné, c'est que on avait des programmes uniformes, que l'État pouvait superviser tous les programmes des universités dans le pays. Et la circulation des professeurs pouvait aussi être facilitée parce que tout appartenait à l'État, tout appartenait à une seule université. Et les étudiants pouvaient aussi circuler parce qu'on a établi des ponts
tel que les étudiants pouvaient circuler d'une université à une autre, alors qu'avant, c'était séparé. Il y avait même un certain antagonisme quand nous étions à l'école secondaire. On se rappelle que ceux qui venaient de Lubumbashi, qu'on appelait les Kassapa, c'est considéré d'une manière autre que ceux qui étaient à Lovanium et autre que ceux qui venaient de Kisangani. Mais cette fois-ci, tous, on appartenait à une seule université et tous les instituts supérieurs aussi étaient intégrés dans l'UNASA. Donc, l'État avait une mainmise sur l'organisation générale de l'enseignement, ce qui est de plein droit pour l'État d'avoir une mainmise, pas une mainmise, mais de veiller à ce que l'éducation qui est donnée aux citoyens. Mais c'est que là où le bas blesse, c'est que les choses ont été vite politisées. Les choses ont été politisées. J'étais encore jeune, mais je peux lire ce qui s'est passé. J'ai eu certains témoignages. Les choses ont été vite politisées. Ce n'était pas seulement pour créer cette harmonie entre les universités et les institutions, mais c'était une façon de surveiller politiquement ce qui s'est passé dans les universités. Vous pouvez vous rendre compte, on est arrivé à un point où on avait un parti État et toutes les universités étaient considérées comme des sections de ce parti et les autorités académiques, jusqu'au niveau des classes, des auditoires, on avait des représentants du parti, des autorités académiques qui étaient des présidents sectionnaires, du MPR et comme ça, tout devait marcher selon la volonté et l'idéologie du leader politique national. Et là, il y a eu des abus. Il y a eu des abus parce que il y a ce qu'on appelle la liberté académique. Et la liberté académique, c'est quelque chose, on ne doit pas toucher à ça. Voilà. L'État a le droit de savoir ce qui se passe et de donner son point de vue sur ce qui doit se passer, de définir la mission de l'université dans le pays, et de l'enseignement dans le pays, mais il y a la liberté académique qui est due à ce qu'on trouve comme résultat des recherches et la manière d'exprimer ces résultats des recherches ne doit pas souffrir d'aucune restriction. 10 ans après, en 1981, il y a eu une autre réforme. Et un peu plus tard, je vais aller plus vite, il y a eu une autre réforme après la conférence nationale souveraine, où tout a été passé encore en revue, au peigne fin. Il y a eu une autre réforme en 1992, et puis viendra une réforme de 2002 à 2003, je crois jusqu'à 2004. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des réformes. Ce que je peux dire en résumé sur ces réformes, en plus de ce que j'ai dit de la grande réforme de 1971, c'est que les réformes n'ont pas redéfini de manière concise l'objectif, la mission de l'université. Et quand la mission, dans tout projet, quand la mission n'est pas concise, quand la mission n'est pas bien définie, eh bien, c'est un projet raté. Parce que tout, dans le triangle des compétences, comme je l'ai dit ici, la mission, le planning, le temps et le budget conséquent, tout c'est pour contrôler la qualité des produits qui sortent de cette usine qui est le projet. Alors, quand l'objectif n'est pas bien défini, quand la mission n'est pas bien définie, il y a des conséquences. Parce que chaque fois que quelque part ça ne marche pas, si la mission n'est pas bien définie, le timing change, et quand le timing change, ça entraîne des conséquences sur le budget, et finalement, c'est la qualité des produits qui se retrouve entachée. Alors, la mission n'était pas bien définie. À plusieurs reprises, on a touché à ceci, on a touché à cela, on a appelé les experts de l'UNESCO, de la Banque mondiale, on a associé le ministère des Affaires sociales, mais personne n'a pensé à recenser les grands secteurs de l'économie nationale. Et là, j'aborde le sujet
sur l'originalité. On a revu les choses dans ce sens-là, mais on n'a pas exploité l'originalité de la République démocratique du Congo. Chaque pays a son originalité. Ici, je vais donner des exemples. Je vais donner des exemples, je donne des exemples non pas de ce que j'ai lu dans des livres, ni dans la littérature, mais je donne des exemples sur ce que j'ai vécu. Voyons par exemple un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays semi-désertique. Ils ont des océans au bord du pays, ils n'ont presque pas de cours d'eau au milieu du pays, à part des fleuves comme le fleuve Orange. Il y a trop peu de cours d'eau. C'est un pays qui a des problèmes d'eau. Et un pays comme ça regarde qu'est-ce qui doit être fait dans le système éducatif pour résoudre ce problème qui se pose dans le pays. Alors ça, c'est l'exercice fondamental que nous devions opérer, recenser les grands secteurs économiques, les grands problèmes qui se posent dans notre société, comme ça se fait ailleurs. Ils ont modélé leur système éducatif, bien sûr, sur ce qu'on appelle le Commonwealth. Les pays qui étaient colonisés par l'Angleterre ont un seul système éducatif, mais chaque pays a adapté ce système. Je parlais de l'Afrique du Sud. Le graduat en Afrique du Sud est de 3 ans. Et pour chaque année, les cours sont subdivisés en unités d'enseignement. Je sais que chez nous, on appelle ça la pondération. Et ces unités d'enseignement doivent être connues et mesurées, doivent être mesurables. C'est avec ces unités d'enseignement qu'un étudiant qui a commencé ses études, par exemple en physique, peut se retrouver en train de faire la médecine. Parce qu'on va lui dire, tu as fait tel cours, tu as autant d'unités. Pour faire la médecine, tu devras compléter telle unité et il va continuer. Ça, ce sont des ponts qui existent dans un système éducatif. Ils ont fait ça, mais ils ont adapté à leur réalité. Après, il y a ce qu'on appelle le Bachelor with Honors, c'est 2 ans. Il y a des braves étudiants qui font en 1 année, mais c'est difficile. De mon vécu, j'ai vu un seul étudiant indien qui a réussi à faire ça en 1 année. Après ça, ils font le master, qui est un minimum de 2 ans. Et après, ils font le PhD, qui est le doctorat. Quand les étudiants sud-africains vont ailleurs, au Canada, aux États-Unis, ils amènent des bulletins académiques sur lesquels les unités d'enseignement sont clairement établies. Et c'est sur base de ça que leur inscription est facilitée ailleurs. Si on prend l'exemple de la Zambie, c'est aussi un pays de Commonwealth. Mais le graduat là-bas, c'est 4 ans. Une année fondamentale, et puis 3 ans, ça fait 4 ans. Après ça, ils font le master, et puis ils peuvent aller en PhD. Ils ont aussi des unités d'enseignement bien déterminées, bien précisées, qui leur permettent de faire aussi la mobilité internationale. Cela vaut aussi pour le Canada. Pour le graduat, ce qu'on appelle ici le baccalauréat, c'est 4 ans. Après, on fait la maîtrise. Et puis après la maîtrise, on fait le doctorat. Qu'est-ce qu'il y a pour le Congo? Je sais que quand nous étions encore jeunes, plus petits, on avait le système belge. Si j'ai bonne mémoire, mais vous m'excuserez si je ne dis pas des choses avec précision. Il y avait la candidature. La candidature, je crois que c'était 2 ans. Et puis après, il y avait un cycle de 2 ans aussi qui qualifiait les gens à faire le diplôme d'études supérieures et d'aller au doctorat. On est entré, après une réforme, au système de graduat de 3 ans et 2 ans de licence. Et puis, nous avons instauré la défense des travaux de fin de cycle, la défense publique des mémoires. Il y a des pays dans lesquels ça n'existe pas. En Afrique du Sud, on ne défend pas les travaux de fin d'études. Mais bien sûr, on a
timidement instauré, avant que je quitte ce pays-là, on a instauré timidement la soutenance de mémoire de ce que nous appelons licence, mais ce qu'ils appellent honors, bachelor with honors. Et donc, chaque pays adapte le système. Notre système comporte 3 ans, une monographie avec soutenance, une licence de 2 ans, un mémoire avec soutenance, et puis après, ça devient compliqué. Nous entrons dans le diplôme d'études supérieures, et après le diplôme d'études supérieures, on va au doctorat. Qu'est-ce que nous avons pour notre pays? On se retrouve, je donne cours au Congo, je n'ai pas coupé les ponts, le cordon ombilical. J'interviens à l'université de Lubumbashi comme visiteur, je suis à l'université pédagogique de Kananga, l'ex-ISP Kananga. Je me suis retrouvé à Lubumbashi, j'étais invité en 2018 par le recteur pour donner 4 cours dans ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils appellent le master. Vous savez, quand on parle de maîtrise, master, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, je me suis rendu compte qu'ils sont entrés dans le système LMD. LMD, c'est-à-dire plus de graduats, mais ils appellent ça licence. Et ce que nous appelons licence devient le master, pas maîtrise, le master, et puis doctorat. Alors, ça, c'est une université qui est peut-être à la phase expérimentale. Est-ce que c'est officiel? Je ne le sais pas. Je n'ai pas eu le temps vraiment de vérifier, mais j'ai dû intervenir là-bas. J'ai donné 4 cours au niveau. L'université catholique qui a adopté ces systèmes. J'ai donné cours à l'université de Lubumbashi. Ah bon, voilà. J'ai donné cours à l'université de Lubumbashi. Il y a des étudiants de l'ancien système qui ne savaient plus à quel sens se vouer et comment présenter, et on a dit qu'ils faisaient une licence spéciale. Bien sûr, ça c'est un système de transition. J'espère que la transition sera bien faite. Mais je me dis, sur le plan national, qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Est-ce qu'on fait du copier-coller? On prend le LMD, qui est le système licence, master, doctorat, que l'Europe a essayé d'imposer pour internationaliser le système d'éducation et avoir facilement l'équivalence des diplômes. Est-ce que nous essayons de copier cela et faire du copier-coller dans notre système? Et nous le faisons partiellement. Certaines universités adoptent ça et d'autres universités ne l'ont pas encore adopté. Et où est-ce que nous allons? Je crois qu'il y a lieu de s'arrêter et de pousser un cri d'alarme en regardant le responsable numéro 1 de l'éducation nationale, c'est le gouvernement congolais. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, personnellement, Raphaël, je ne suis pas pour le copier-coller. Je ne suis pas pour le copier-coller. La raison est simple, j'ai commencé ma motivation là-bas. On ne peut pas faire du copier-coller parce que chaque pays a ses réalités. La Belgique avait ses réalités, la Belgique avait sa façon d'organiser les choses. La France avait sa façon d'organiser les choses. Il y avait le baccalauréat, il y avait le diplôme d'études approfondies. Et puis, ils avaient la maîtrise. Et ils avaient le doctorat d'État. Bien sûr, ils faisaient aussi le doctorat de 3e cycle et les doctorats d'université qui n'avaient de la valeur que dans l'université où ce doctorat était donné. Sinon, il fallait faire un doctorat de 3e cycle, un doctorat d'État qui durait 7 ans. Et il y avait aussi des doctorats de 3e cycle, je me rappelle. J'ai vu nos aînés qui allaient en France, qui faisaient le doctorat de 3e cycle, et quand ils revenaient, ils n'étaient pas considérés à juste titre. Ils ne pouvaient pas être nommés professeurs. Ils étaient obligés de repartir en Europe pour faire soit un doctorat d'État, soit un doctorat belge. Donc, nous sommes là à la croisée des chemins, dans un pays où plusieurs systèmes se mettent en place à la fois, alors que nous sommes des Congolais,
nous devrions avoir notre originalité, en même temps garder les choses, amener les choses au diapason international, bien sûr en préservant nos unités d'enseignement pour tous les cours que nous donnons, pour que nous soyons reconnus ailleurs, parce qu'aujourd'hui, là, on parle d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Il y a même une organisation internationale de l'enseignement supérieur. Et pendant qu'on fait cela, on devrait aussi garder notre originalité. Notre originalité, c'est que nous devions adapter les choses à notre niveau local. Parce que la Chine s'est mise au niveau international après avoir adapté les choses à leur niveau local. C'est ainsi qu'ils sont sortis du sous-développement. Ils sont aujourd'hui considérés comme un pays développé. La Chine, les Chinois viennent de rentrer de la Lune avec des morceaux de pierre lunaire, c'est que même les Américains n'ont pas encore réussi à faire. Donc voilà des gens qui ont fait les choses de manière locale, en même temps en gardant un œil sur le niveau international et qui font leurs choses très bien. Et je crois qu'en République démocratique du Congo, nous devrions aussi agir, adopter cette méthodologie pour organiser notre système éducatif. Quand vous parlez de l'originalité, je rappelle aux téléspectateurs qui nous ont pris en cours, nous recevons aujourd'hui en duplex le professeur Augustin Chidibi Batubengue. Il est professeur des universités, il a également contribué à la création et l'ouverture du département de maths info à l'université de Kinshasa. Il est professeur dans plusieurs universités à travers le monde. Le professeur Augustin, quand vous parlez de originalité, l'originalité dans un système éducatif, moi je prends, c'est plus dans cet aspect des choses. Est-ce que le système éducatif congolais est autonome? Merci pour la question. Vous parlez de l'autonomie par rapport à l'État ou par rapport à l'organisation internationale? À l'État, en fait, l'État. Parce que, vous savez, avec, par exemple, il y a de matières spécialement adaptées au système congolais ou soit à l'atmosphère ou l'espace ou la culture congolaise. Oui, je rappelle que l'État congolais reste le numéro 1 qui fixe la politique et la mission de l'éducation en République démocratique du Congo. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'avant, lorsqu'on opérait des réformes de notre système éducatif, que nous avons en principe hérité de la colonisation, on faisait appel aux experts internationaux et on oubliait que les apports qui nous amenaient n'étaient pas toujours adaptés à nos réalités locales. Qu'est-ce que nous avons dans le pays qui peut faire que notre système éducatif soit différent des systèmes éducatifs des autres? Nous avons nos secteurs économiques. Les secteurs économiques du Congo, les secteurs du savoir du Congo ne sont pas exactement les secteurs économiques et les secteurs du savoir des autres pays. J'ai l'expérience de plusieurs pays que je vous ai cités ici et dans lesquels j'ai participé au système éducatif. Nous avons les mines, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons l'énergie, nous avons tout ce que nous avons et tous les autres domaines du savoir, la philosophie, la culture ancestrale. C'est ça les domaines sur lesquels nous devrions axer notre système éducatif pour les développer afin que les autres puissent s'inspirer aussi de nous et apprendre de nous. Nous ne sommes pas des gobeurs, nous ne sommes pas ceux qui sont là pour consommer ce qui vient d'ailleurs. Et c'est parce que j'étais à l'extérieur que je m'insurge contre le copier-coller. Nous sommes autonomes dans le sens que c'est l'État congolais qui fixe la politique de l'éducation en République démocratique du Congo. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde de globalisation aujourd'hui où ce que nous faisons devrait être vu aussi
dans le standard international, être reconnu comme tel par ceux qui gèrent le standard international. C'est comme l'UNESCO. Ils sont témoins, ils doivent être témoins de notre système pour dire que les choses sont bien organisées au Congo et que les étudiants congolais, les professeurs congolais devraient être reconnus comme tels. Si vous voulez que je passe à ce sujet, on peut faire une bonne transition pour y arriver. Si je ne sais pas combien de temps il nous reste, oui. Prochainement, parce que nous sommes déjà presque à la fin de notre première édition. C'est une série d'émissions en rapport avec le système éducatif en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le téléspectateur, les internautes peuvent également nous poser des questions, peuvent faire poser leurs questions à travers nous, c'est-à-dire le numéro est bien affiché. Ils peuvent poser des questions et également de suggestions. La dernière question est de savoir pourquoi est-ce que le titre octroyé au Congo n'est pas reconnu à travers le monde ou dans d'autres pays? Raphaël, laissez-moi vous dire que je ne partage pas votre opinion. Je ne pense pas que les titres scientifiques octroyés au Congo ne sont pas reconnus dans d'autres pays dans le monde. J'ai été dans plusieurs pays, dans des universités, et j'ai pu me rendre compte de ce qui se passe. D'abord, munissons-nous de nos unités d'enseignement dans ce que nous faisons, que nos notes de cours des professeurs soient des niveaux standards, bien connus, de telle manière que quand nous décernons une certification à un étudiant et qui se déplace, qui sort du Congo, que cela soit évalué à juste titre. Parce qu'il y a des témoins. Il y a par exemple l'UNESCO qui est dans ce pays-là, qui est au Congo, et qui regarde ce que nous faisons et qui donne des rapports pour dire l'étudiant congolais qui quitte tel niveau n'a pas le droit d'être admis à tel niveau dans tel ou tel autre pays. Je sais qu'il y a des problèmes et nous avons créé en Afrique du Sud une association que nous avons dénommée Association des professeurs et chercheurs congolais en Afrique du Sud, APROCAS. Je sais qu'il y a des problèmes à cause du fait que nous ne donnons pas beaucoup de valeur à nos unités d'enseignement, que quand nos étudiants arrivent ailleurs, on ne sait pas les classer, on doit faire un effort pour se faire accepter au niveau des organisations internationales, comme je disais, par exemple l'UNESCO, pour que nos diplômes que nos étudiants amènent ailleurs soient reconnus à juste titre. Moi, je suis allé en Afrique du Sud. Je devrais en principe faire la maîtrise selon notre système. Et j'étais directement upgraded, comme on dit en anglais. J'ai fait le doctorat. Il y en a qui arrivent à qui on demande de refaire le honors, c'est-à-dire la licence, alors qu'ils viennent avec la licence. Il y en a qui arrivent à qui on demande de refaire le master. Le système n'est pas bien connu. Et quand le système n'est pas bien connu, on recourt à une évaluation de l'individu. Que vaut l'individu? On ne regarde pas son certificat, son diplôme qu'il détient. On voit la personne. Qu'est-ce que la personne détient comme bagage intellectuel? Et peut être évalué à quel niveau, et on place la personne à ce niveau-là. Donc, nous tâtonnons à ce niveau-là pour nous faire accepter à un standard international, et ça, c'est un effort que nous devons faire pour que nos diplômes ne soient pas traités de cette manière-là. Alors, merci. C'est la première édition. Je rappelle aux téléspectateurs et internautes, nous venons de lancer en fait ces séries d'émissions autour du système éducatif ou d'éducation avec le professeur Augustin Chidibi Batubengue. Vous êtes docteur philosophe en mathématiques, professeur des universités. Vous êtes professeur à l'université de Cape Town, professeur à l'université South Africa,
Pretoria, Université of Mozambique, Université Montréal. Vous êtes également ici à Kinshasa, professeur à l'Université de Kinshasa, Université pédagogique de Kananga, Université de Lubumbashi. Vous avez fait le tour, presque le tour du monde, hein. Vous avez été en Afrique du Sud, Botswana, Allemagne, France, dans plusieurs pays du monde. Vous avez contribué également à l'ouverture du département de Math Info, mathématiques et informatique, ici à l'Université de Kinshasa. Vous êtes professeur Augustin Chidibi Batubengue. Merci pour votre disponibilité. Surtout, nous allons revenir. Les questions, le téléspectateur et internaute peuvent faire poser leurs questions à travers le numéro. Merci pour votre disponibilité. En dernier lieu, vous pouvez dire quelque chose aux téléspectateurs, milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre. Merci beaucoup, Raphaël. Je ne peux pas terminer sans parler de la qualité des professeurs congolais qui peuvent faire la visibilité de notre pays sur le plan scientifique à l'international. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos universités n'apparaissent pas sur le plan international, ce qu'on appelle le ranking, c'est-à-dire la classification internationale des universités? Chaque année, on publie la liste. Vous cherchez les universités congolaises et vous avez seulement des larmes aux yeux. Mais quand vous tapez sur Google les noms des professeurs congolais, certains professeurs congolais, eh bien, vous voyez qu'ils ne sont pas nuls là où ils sont partis, avec le bagage du pays. Ils se sont aussi classés là où ils sont partis. J'invite tout le monde, nos téléspectateurs, à aller sur Google et taper, commençant par mon nom, la charité bien ordonnée commence par soi-même, Augustin Batubengue sur Google Scholar. Ce n'est pas le Google en général. Là, on met n'importe quoi, mais le Google Scholar, c'est S-C-H-O-L-A-R. Google Scholar. C'est là que vous allez voir pas seulement qu'est-ce que quelqu'un a publié, parce qu'aujourd'hui, on ne compte pas le nombre d'articles, mais on voit combien de gens se sont référés aux résultats de vos recherches pour faire avancer la science. Et les mesures sont là. C'est là que vous allez voir ce que les Congolais font et vous allez vous rendre compte que les Congolais formés au Congo et qui sont allés ailleurs sont passés par les ponts et ils sont devenus des sommités internationales et que ces Congolais, s'ils rentraient dans notre pays, une solution à court terme, c'est de créer des instituts dans leur domaine de recherche. Que chacun rentre, crée un institut dans son domaine de recherche et l'État peut nous aider, mais je crois vraiment qu'on peut commencer. Chacun va créer un institut de recherche pendant que les universités sont en train d'être réformées, le système éducatif est en train de réformer. Rien n'empêche à quelqu'un qui a creusé dans un domaine de sciences de créer un institut de recherche qui va faire la visibilité de notre pays et même de l'université à laquelle il est attaché pour que, en même temps qu'on se fait voir, qu'on se propulse sur le plan international, nous faisons des réformes au niveau intérieur et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à boire et à manger là-dedans. Les universités devraient être semi-étatiques. Ce n'est pas l'État qui doit être le pourvoyeur 100% de ce que nous devons faire. Et il faudrait une certaine autonomie pour relancer surtout la recherche. Et c'est la recherche qui va nous faire voir à l'extérieur. Ce ne sont pas les cours, mais pour l'évaluation, on regarde les cours, on regarde la recherche et on regarde aussi la qualité des étudiants que vous avez et les étudiants qui viennent d'autres universités, qui viennent d'autres pays dans vos universités. C'est ça qui fait l'ensemble de la classification mondiale des universités. Nous devons nous battre pour entrer dans la classification mondiale des universités. Sinon, nous n'avons pas d'université, nous n'avons que des collèges et cela est déplorable dans un pays qui compte autant de savants qui sont dans la diaspora. Merci, très bonne idée. Merci, professeur Augustin. Je crois que certainement l'autorité, soit les autorités, doivent faire quelque chose aussi pour soutenir
La science, parce que la science est également l'un des éléments de fierté pour le Congolais. Je vous dis que qu'est-ce qui se passe ailleurs et pourquoi les chercheurs congolais restent à l'étranger, dans la diaspora, et ne viennent pas s'installer, s'établir au Congo. C'est parce que là-bas, la recherche est soutenue par l'État. L'État donne de l'argent, des subventions. Il y a, par exemple, en Afrique du Sud, le National Research Foundation of South Africa, NRF. L'État donne de l'argent là-bas pour que quelqu'un qui a publié dans des revues qui sont reconnues par l'État et recommandées par l'État, ce n'est pas facile de publier dans ces revues-là, mais quand vous avez publié dans ces revues, c'est-à-dire vous avez élevé très haut le nom du pays, de votre université et bien sûr votre nom. Mais qu'est-ce que l'État paye? L'État paye l'honneur d'être vu. L'honneur d'être vu par la publication, l'honneur d'être vu quand vous allez à une conférence, vous écrivez Augustin Batubenge, University of South Africa ou bien Université de Montréal. L'État gagne en honneur, l'État paye pour cet honneur-là, le prestige-là. Et vous en profitez. Et le profit se fait de différentes manières. À l'Université de Cape Town, par exemple, vous ne recevez rien. Vous n'avez que l'avantage de voyager sur ce que vous produisez, parce que chaque fois que vous avez publié un article là-bas, il y a un montant de 200 000 rand qui est débloqué et qui est placé dans la caisse de l'université. Le comité de gestion prend une partie, envoie une autre, le reste à la faculté qui prend sa partie pour le fonctionnement de la recherche, envoie le reste au département qui prend sa partie pour le fonctionnement de la recherche au niveau du département, et le reste, on vous ouvre un compte et on vous dit, vous avez autant dans votre compte, vous pouvez demander de participer à une conférence, le billet sera acheté, le transport sera assuré, l'hôtel sera payé, tout sera fait parce que vous allez continuer à perpétuer l'honneur du pays, de l'université à l'extérieur. Et nous devons nous battre pour ça. Notre gouvernement doit comprendre ça. Moi, j'ai passé une enfance où j'ai entendu, où on disait l'enseignement, c'est la 5e roue d'une voiture. Raphaël, vous avez une voiture. Et dans des pays où il y a de bonnes routes, maintenant, je crois qu'on commence aussi à avoir de bonnes routes chez nous. Les crevaisons des pneus sont très rares. Mais quand on dit que vous êtes 5e roue de la voiture, mais moi je peux rouler avec ma 5e roue pendant la roue de la voiture pendant 2 ans sans jamais avoir une crevaison. Et la 5e roue, elle est là. L'enseignement ne peut pas être la 5e roue de la voiture. C'est l'enseignement qui fait l'éclosion de l'économie du pays parce qu'on forme des gens capables de résoudre des problèmes qui se posent dans les secteurs économiques. C'est ça, former des gens capables de résoudre, former des gens compétents, c'est-à-dire capables de résoudre des problèmes qui se posent dans les secteurs économiques de notre pays. Et l'État profite de ça. Et l'État doit payer ce profit-là. L'État doit payer cet honneur-là. Et je vous assure que dès lors que notre État va faire cela, vous verrez tous ces savants congolais qui sont à l'extérieur venir s'installer parce qu'ils doivent survivre de leur honneur. Ils ne peuvent pas stopper leur publication parce qu'ils aiment seulement le pays pour aller s'installer dans un milieu où la recherche n'est pas supportée. Merci, professeur Augustin Batubenge Chidibi. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ce temps. Et nous avons certainement commencé aujourd'hui ces séries d'émissions autour de l'éducation, système éducatif et autres, plusieurs thèmes. Nous allons devoir aborder. Merci pour votre disponibilité. Au revoir. Au revoir, merci M. Raphaël. Je vous en remercie. Info 243, merci pour votre disponibilité. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission et surtout pour un autre sujet avec le professeur Augustin. Au revoir. Je vous en prie.
Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata bamama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.